Au début, on ne sait pas très bien où l'on va. Qu'est-ce que ça va donner? Voir comment le processus d'innovation se déroule et comment il naît de l'interaction entre les participants, c'est vraiment passionnant. On a de la chance de pouvoir y assister. L'idée de base consiste à réunir ici les leaders du numérique dans l'industrie suisse du bâtiment et l'immobilier, dans une sorte de laboratoire, pour qu'ils définissent ensemble les exigences du bâtiment haute performance de demain. Je coupe tous les micros à partir de maintenant, merci de ne plus parler. Nous allons aussi permettre à toutes les personnes en salle d'attente d'assister à la réunion. Rudy, si tu es prêt à 9h, tu peux activer ton micro et c'est parti. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'atelier de lancement de la collaboration pour Swissbau Innovation Lab 2022. C'est vraiment exceptionnel. On perçoit la volonté des planificateurs de faire avancer la transformation numérique de l'industrie du bâtiment et de l'immobilier avec les fabricants, les petites start-up et les prestataires numériques. Actuellement, la problématique réside dans le nombre incroyable de possibilités et d'approches. On n'a pas encore pu déterminer ce qui s'impose réellement ou des normes de travail communes. Nous sommes à un moment charnière qui va induire une influence croissante de la transformation numérique. Beaucoup d'acheteurs de maîtres d'ouvrage et autres s'y sont bien préparés, ont reconnu le potentiel, mais c'est désormais à l'économie de jouer. Pour moi, la force de l'Innovation Lab réside dans notre capacité à développer certaines choses sans pression commerciale de l'extérieur. Sur le marché libre, les entreprises présentes dans ces 7 groupes seraient en concurrence. Nous avons volontairement choisi 3 sites afin que les solutions développées ensemble ne soient pas des plans sur la comète, mais bel et bien connectées à la réalité. Je m'appelle Hans-Jörg Fankhauser, je suis originaire de la région, comme vous pouvez l'entendre à mon accent. Je suis architecte et développeur de sites. Nous nous trouvons à Arlesheim, aux portes de la ville de Bâle. Il s'agit d'un site important, riche d'une longue histoire, notamment industrielle. Nous y avons lancé, début 2015, la construction d'un centre de compétences pour l'innovation. Ici, on voit l'emplacement de cette tour. Naturellement, elle sera un peu plus haute que l'antenne qui se dresse sur le bâtiment. Notre idée de départ était de construire une tour ADN réunissant 3 éléments centraux. ADN représentant architecture, design et nature. Nous produisons énormément de CO2 ainsi que beaucoup de substances chimiques et toxiques. Mais quand on observe la nature, on se rend compte qu'elle produit 3 fois plus de matière par année que nous autres humains. Mais tout cela de façon 100% durable. Il s'agissait que ce bâtiment puisse vivre comme un organisme. Tout comme dans la nature où les plantes s'adaptent aux influences extérieures, notre tour ADN agit de la même manière. À quoi ressemblerait l'industrie du bâtiment si nous utilisions la biologie, les systèmes vivants et même de nouveaux matériaux révolutionnaires? Ces éléments pourraient vivre, s'auto-réparer et s'adapter à l'environnement. Aujourd'hui, si l'on se penche sur les matériaux, on voit qu'il en existe déjà qui se développent eux-mêmes. Ces types de matériaux ne sont certes pas aussi pratiques ou connus, mais ils offrent de nombreuses possibilités et génèrent moins d'énergie grise.
Mon rôle a consisté à effectuer des simulations d'énergie grise et de gaz à effet de serre avec des modélisations numériques en 3 dimensions. Dans ce code ADN, il y a un noyau qui renferme toutes les informations génétiques telles que la fonction et nos besoins. À partir de ce noyau, les racines poussent dans ce que l'on appelle le bioréacteur. Et c'est à partir de ces racines que grandit le bâtiment, cette forme de spirale qui peut être adaptée à la fonction et à nos besoins grâce à une répartition et une géométrie parfaite. Je pense que la manière dont nous construisons nos bâtiments est révolutionnaire. Quand il pleut, une fleur se contracte. Il se passe la même chose pour notre bâtiment. L'essentiel pour nous était de nous inspirer de la nature sans la considérer comme une ressource. Le défi consiste à se détacher des faits établis qui ne reposent pas sur du rationnel mais sur des habitudes, parce que c'est comme ça que l'on a toujours fait. Désormais, de toutes nouvelles possibilités s'offrent à nous. Aujourd'hui, nous allons visiter le site. Je suis très heureux que nous ayons terminé la phase de la recherche d'idées théoriques et que nous puissions voir très concrètement ce que l'on peut faire en pratique. J'ai 2 casquettes. D'une part, j'ai mis le site à disposition et d'autre part, le groupe que j'ai animé s'intéresse précisément au sujet sur lequel j'ai travaillé pendant 25 ans. Exploitation et cycle de vie. Il me tient à cœur que l'on oriente l'environnement bâti vers le cycle de vie et qu'on le développe d'une façon durable. C'est justement lorsque l'on aborde le thème du cycle de vie dans le bâtiment qu'il est souvent extrêmement difficile pour les maîtres d'ouvrage de définir correctement les orientations au premier stade d'un projet. Finalement, nous avons opté pour un configurateur. Il s'agit d'un outil qui aide le maître d'ouvrage à optimiser ses décisions tout au long du processus de construction. Nous nous trouvons, selon moi, au meilleur endroit du site. Ici, côté rue, on est un peu abrité. À l'arrière, c'est calme. Je pense qu'il faut désormais que l'on amène les maîtres d'ouvrage à réfléchir autrement et à passer du « je décide comme ceci et j'obtiens cela » à « je décide comme ceci et c'est comme cela que je l'optimise ». Selon moi, quand les choses ne fonctionnent pas, ce n'est pas un échec. Il faut oser, il faut s'impliquer, mais il faut aussi aller jusqu'au bout. L'objectif est d'en faire un configurateur, une application permettant de passer en revue les décisions étape par étape. Voici le cœur de notre configurateur pour les maîtres d'ouvrage. On établit un profil avec eux et l'on identifie ce qui compte vraiment. Le configurateur pour les maîtres d'ouvrage génère automatiquement une toile d'araignée. Ici en haut, vous voyez les 3 sites. Ce sont ceux qui correspondent le mieux au profil du maître d'ouvrage. Ils sont ensuite évalués à leur tour. Ici, on peut voir exactement où se situe le potentiel d'optimisation dans chaque cas. Un niveau en dessous, nous avons une e-wheel qui permet de réguler la durabilité du concept énergétique pendant l'exploitation. En technique du bâtiment, il est important que nous puissions apporter notre contribution aux questions énergétiques pour qu'elles ne soient pas oubliées. Tenir compte des éléments liés à l'énergie rend aussi le bâtiment plus durable. Grâce à notre expertise, nous avons pu contribuer dans une large mesure aux énergies renouvelables, à l'utilisation et au stockage de l'électricité solaire. C'est la réunion autour d'une table d'une équipe mixte aux compétences hétérogènes qui part d'une page blanche et laisse ensuite libre cours à sa créativité en se détachant complètement du quotidien. Cela m'a énormément apporté car cette interdisciplinarité m'a permis de voir les choses sous un angle totalement nouveau. Aujourd'hui, la technologie est déjà dans certains cas très avancée. Mais cela pêche encore un peu au niveau des comportements et de la concrétisation.
Cela va prendre encore beaucoup de temps. Le numérique ne fonctionne que si les personnes se comprennent entre elles. Quand le réseau humain fonctionne, le réseau numérique fonctionne aussi. Le site Baselink est un espace vide qui abritait autrefois des jardins ouvriers. Le terrain appartient au Bürgerspital de Bâle. Un plan directeur a été élaboré. Ce plan devait rendre ce terrain le plus propice à l'innovation au sens le plus large du terme par rapport aux droits de construction. Nous avons commencé la planification avec les ingénieurs de ZPF et les architectes de Herzog et de Meuron. Il y a un an, nous avons lancé le développement du projet. Nous en sommes actuellement au stade de l'étude préliminaire. Nous avons donc réalisé que nous pouvions faire en sorte que le bâtiment dans son ensemble soit amorti en l'espace d'une génération statistique, non pas sur le plan financier, mais sur le plan énergétique. L'idée concrète était de construire un bâtiment haute performance qui apprend par lui-même. Cela signifie qu'il ne se contente pas de faire ce qui a été prescrit grâce à l'intelligence artificielle, mais qu'il recueille en permanence des données pour s'optimiser de façon autonome. Il indique aussi aux utilisateurs ce qu'ils pourraient encore améliorer. Conçu dès le début comme un bâtiment haute performance, notre bâtiment passe de la construction à l'exploitation où il est mis en interaction avec l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent fermer les volets, augmenter la température via des applications, mais ils reçoivent aussi des notifications. Par exemple, s'il fait apparemment toujours trop chaud dans leur appartement. Chaque téléphone portable pourrait être équipé de capteurs et participer ainsi au calcul de la moyenne des personnes présentes dans la même pièce. Si l'on dit que la température moyenne chez les personnes présentes est de 21 degrés, le système pourrait réagir de manière optimale en conséquence. Le défi majeur est naturellement de travailler main dans la main avec tous les métiers pour qu'il y ait une interaction avec les mandataires comme le planificateur du chauffage, celui de la ventilation et celui de l'électricité. La boucle de rétroaction doit revenir au point de départ, application ou capteur, pour que cela soit perceptible. Nous avons trouvé très intéressant de voir comment choisir les matériaux aujourd'hui et notamment comment organiser l'entretien pour que l'empreinte globale puisse être compensée en une génération. Bâtiments intelligents, durabilité, bilan carbone, économie circulaire, tout cela repose sur des flux d'informations continus, de la planification à l'exploitation jusqu'au recyclage. L'une de nos idées est de réunir le plus de données possible pendant toute la phase de réalisation grâce au robot qui nous sert de véhicule et de les comparer avec la maquette numérique afin que la réalisation soit identique au concept et à la planification. D'un côté, nous avons la production d'énergie dans le bâtiment provenant essentiellement du photovoltaïque. De l'autre, nous avons des consommateurs d'énergie comme le refroidissement ou la ventilation. Nous pouvons les mettre en parallèle et montrer où nous nous situons par rapport à nos consommations. Nous saurons alors dans quel délai nous atteindrons notre objectif. L'essentiel est que chacun ait une réponse à la question « Qu'est-ce que cela va m'apporter ?» Une idée serait de pouvoir adapter l'ensemble du système de location, que le prix du loyer évolue en fonction du comportement de chacun, ou que l'on obtienne des bonus comme la possibilité de recharger sa voiture. Il s'agit toujours de mettre en place des incitations pour que cela en vaille la peine. Nous voulons que le bâtiment tire une sorte de monitoring global de son environnement pour savoir où il se situe par rapport à cet environnement. Nous avons installé un tableau à l'extérieur du bâtiment montrant à quelle vitesse et à quel stade nous progressons dans la réalisation de nos objectifs, ainsi que l'avance sur la date initialement fixée pour la mise en œuvre. Le chemin vers un bâtiment auto-apprenant doit être défini de manière évolutive et flexible pour un fonctionnement durable. Lorsque j'ai vu ces idées approfondies pour la première fois, j'ai bien sûr été fasciné par tout ce que l'on peut faire en abordant un projet architectural de plusieurs points de vue. La deuxième partie de l'atelier Design Thinking était très bruyante. Mais ce qui en est sorti est absolument extraordinaire.
En bref, nous disons que nous ne voulons plus commander un bâtiment en tant que tel, mais une équipe. Comment un acheteur peut-il faire une déclaration claire et sans équivoque sur ce dont il a besoin, sur ce qu'il veut, surtout lorsqu'il ne sait pas encore exactement ce dont il a besoin? Nous avons pu contribuer à une prise en compte relativement précoce de l'aspect de la documentation de cette construction. Il est très utile dans l'exploitation et la gestion d'immeubles de savoir exactement ce qui est installé et où cela se trouve. Nous aimerions aussi assister nos clients pour la technique du bâtiment pendant l'exploitation. Ce qui est nécessaire lors de l'exploitation n'est toujours défini que très tard dans les projets de construction. Ce qui est important, c'est que cela ne peut plus être fait par une seule personne. Il faut beaucoup de connaissances et ces connaissances sont réparties. Depuis 20 à 25 ans, nous nous demandons comment placer le maître d'ouvrage au centre, comment faire pour qu'il obtienne ce dont il a besoin et non ce que quelqu'un veut lui vendre. Voici notre client. Il souhaite construire quelque chose et 3 choses sont importantes pour lui. Le contact et l'innovation qui va avec. La durabilité et la souplesse dans le mode de construction, ainsi que les matériaux. Il doit obtenir ces 3 éléments. Comment fait-il? Il ne sait pas encore à quoi ressemblera son bâtiment et la réalité ressemble à ça. Il doit alors trouver ses repères pour pouvoir dire ce dont il a besoin. Pour cela, il existe une aide. Elle se présente sous la forme de ce que l'on appelle un configurateur d'expertise. Le client peut y réunir systématiquement tous les sujets essentiels à sa commande. Il ne commande plus un projet, mais une équipe. Voici comment il s'y prend. Le configurateur lui offre un choix d'expertise et de prestations. Il peut ainsi se profiler sur le marché et y exposer ses attentes. Divers prestataires peuvent postuler pour répondre à ses besoins. Planificateurs, indépendants, planificateurs généraux, entrepreneurs, etc. Nous avons ici tous les acteurs du marché correspondant au profil du client. 3 équipes se sont maintenant constituées pour répondre au profil du client. Ces 3 équipes disent « Cher client, ce dont tu as besoin dans ton profil d'expertise, nous pouvons te le fournir. » Pour évaluer cela, il y a une équipe d'évaluation et donc une évaluation pour chacune des équipes. Le client peut maintenant choisir l'équipe avec laquelle il veut travailler. Honnêtement, je dois dire que j'ai regretté de ne pas avoir été là quand ils ont joué au Lego. Pour nous, ce qui était intéressant, c'était surtout la méthode de la réalisation de projets intégrés que nous appliquons à des dizaines de projets, des chefs de projet à leurs équipes. En notre qualité de grande entreprise, nous voulons bien sûr aider à participer aux décisions et non pas nous faire dicter de l'extérieur ce que nous devons faire par de quelconques fabricants de logiciels. Nous voulons concevoir nous-mêmes. Le Swiss Bau Innovation Lab nous permet aussi d'expérimenter, de développer certaines choses, peut-être en rejeter d'autres, et faire ainsi avancer le processus d'innovation. Une autre option consiste à repartir à zéro, laisser éventuellement certains éléments isolés. Il faut aussi y réfléchir. Très concrètement, l'idée qui en est ressortie est que l'on peut faire une simulation du futur, intégrant toutes les influences et tous les groupes d'intervenants. On peut alors simuler certains cas d'utilisation, technique du bâtiment, bruit ou visualisation, et en tirer des arguments concrets pour la planification. Le grand défi auquel nous sommes confrontés avec de nouveaux sites et des nouveaux projets, c'est que l'on dispose de cartes ou de plans de construction, mais que très peu de personnes savent les lire. C'est précisément là qu'un jumeau numérique peut aider à ce que l'on parle finalement le même langage. Dans le simulateur de futur, on peut par exemple placer sur cette parcelle des fonctions géométriques ou typologiques, l'implantation, c'est-à-dire des bâtiments circulaires ou longitudinaux,
ou une tour afin d'analyser directement l'ombre portée ou le bruit de la circulation. On peut aussi analyser directement l'impact du bruit de la circulation sur un bâtiment, au niveau du balcon par exemple. On peut décrire le bâtiment que l'on veut à l'ordinateur. L'ordinateur peut alors vous dire à quoi cela doit ressembler dans le cadre que vous lui donnez. Cela implique aussi qu'il faut formuler précisément les objectifs et surtout savoir ce que l'on attend du bâtiment. Au début, on se présente et on interroge le maître d'ouvrage pour savoir ce qu'il veut obtenir à la fin. Quel est votre objectif? Au cours de la planification, nous vérifions si les objectifs du maître d'ouvrage sont atteints. C'est pour cela que nous utilisons les simulations pour finalement livrer au maître d'ouvrage le bâtiment qu'il voulait. C'est déjà quelque chose qui nous est familier puisque nous travaillons avec un outil similaire. En fait, l'idée est de discuter avec des spécialistes dans un cadre interdisciplinaire et de poursuivre le développement de cette idée. Nous avons apporté notre contribution dans le domaine des simulations. De quel genre de simulation a-t-on besoin? Quels résultats peut-on obtenir? C'est la possibilité de visualiser très tôt un bâtiment. Qu'est-ce qui influence les besoins énergétiques ultérieurs du bâtiment? Comment optimiser cela? Avec notre plateforme, nous essayons d'apporter de l'efficience. Jusqu'à présent, lorsque de telles missions nous étaient confiées, nous passions d'abord beaucoup de temps à rassembler des éléments de base. Cette plateforme nous permet de mettre tout cela à disposition et ainsi de pouvoir nous lancer très rapidement dans le travail créatif. Gestion des processus, gestion des données, comment doit-on s'y prendre? Qu'est-ce qui est pertinent et à quel stade du projet? Quelle visualisation favorise la communication entre les maîtres d'ouvrage, les entrepreneurs et les riverains? C'est justement sur ce dialogue avec les parties prenantes que l'on met de plus en plus l'accent. Nous avons aujourd'hui les deux grandes tendances, transformation numérique et durabilité. Cela signifie que l'utilisation de méthodes, de processus et d'outils innovants nous permet aujourd'hui de prendre en compte les aspects de durabilité directement dans l'analyse du projet et d'obtenir immédiatement une indication sur les souhaits du maître d'ouvrage. Hortus est l'abréviation anglaise de House of Research, Technology, Utopia and Sustainability. En français, Maison de la recherche, de la technologie, de l'utopie et de la durabilité. L'utopie est un sujet dont nous discutons aussi au sein de l'équipe de projet. Cela ne veut pas dire que nous faisons des plans sur la comète. Au final, le projet est vraiment réel. Mais je pense que si l'on ne prend pas de liberté dès le départ et que l'on ne poursuit pas l'utopie, on ne peut pas non plus aller de l'avant. C'est un campus. Ici, on ne connaît même pas encore les utilisateurs. Il faut anticiper ce qui pourrait arriver. C'est l'axe principal de notre entreprise. Cela rejoint une fois encore la collaboration entre les locataires qui vont habiter ici, le maître d'ouvrage et le planificateur. Et là, il nous faut encore un filtre, non? Quiconque a construit un bâtiment le sait. On a une idée, mais on n'arrive pas à la définir clairement. Et lorsque le bâtiment est achevé, on se dit « ce n'est pas exactement ce que j'avais imaginé ». Il arrive encore trop souvent que le maître d'ouvrage doive faire des concessions par rapport à son idée initiale. Notre démarche est itérative. C'est une démarche par étapes, en opposition à un processus aujourd'hui très fragmenté et donc isolé entre la planification et la commande, mais aussi entre la planification et la réalisation. Nous avons conçu une approche en 6 étapes. La première montre le projet de base. Là, il est important que les ingénieurs et les spécialistes esquissent l'idée de base avec le maître d'ouvrage et discutent ensemble des premières exigences. À l'étape 2, tout est documenté et mis à la disposition de tout le monde. Les utilisateurs potentiels arrivent à l'étape 3 pour se promener virtuellement dans l'ensemble et tester les exigences pour voir si elles sont aussi satisfaites dans l'exploitation. L'utilisateur ne s'exprime pas du tout comme le planificateur et le maître d'ouvrage.
Avec la réalité virtuelle, on peut les réunir dans une pièce où ils parlent un même langage, d'où des échanges beaucoup plus efficaces. Ainsi, chacun comprend les besoins de l'autre. À la 4e étape, on peut effectuer un ajustement adapté à chaque phase. Cela signifie que l'on teste uniquement les fonctions dont on a réellement besoin. Une comparaison entre objectifs et situation effective a lieu à l'étape 5. C'est alors que l'on compare les exigences définies au départ avec le retour du test utilisateur. L'étape 6 est selon moi l'une des étapes cruciales du prototype. On évalue alors les propositions d'adaptation avec l'équipe de projet et le maître d'ouvrage afin que l'on puisse poursuivre le projet. L'équipe de planification peut évidemment parcourir à nouveau le cycle avec le donneur d'ordre et affiner le niveau de détail. Je pense qu'il faut simplement écouter et essayer de comprendre une autre langue. En fait, nous sommes confrontés à des métiers différents. Chaque métier possède son propre jargon et pour le comprendre, il faut de la bonne volonté. Il n'est pas évident de réunir tout le monde autour d'une table. Le groupe de discussion nous a donné une bonne opportunité de le faire. C'est un problème toujours lancinant dans l'industrie du bâtiment. Il faut faire trop de compromis, surtout vers la fin de la construction. Cette situation n'est pas satisfaisante. C'est ce problème que nous souhaitons résoudre avec le prototype. Les lunettes de réalité virtuelle permettent l'immersion dans un monde numérique, ce qui aide à comprendre le projet afin de prendre les bonnes décisions. Le processus BIM nous donne la parole. À nous maintenant d'exprimer le besoin d'une commande extrêmement précise, jusqu'au moindre détail. Ici, la flexibilité mène clairement à ce que nous avons fait ensemble. Collaborer, modulariser, mettre les idées en commun, etc. En fait, il est très inhabituel dans l'industrie du bâtiment de ne pas savoir dès le départ à quoi le bâtiment va servir. C'est le point essentiel. Le processus de planification implique de nombreux partenaires qui, dans certains cas, ne sont pas habitués à travailler avec des plans. C'est très simple, quand tu achètes une voiture, même une occasion, tu l'essaies. Quand tu construis une maison ou que tu achètes une maison qui n'est pas encore construite, tu l'achètes à l'aveugle. La réalité virtuelle permet en principe d'essayer cette maison. Tu parles de cet objet-là. D'accord, je le fais glisser. Patrick, on peut faire pivoter le modèle et enlever le faux plancher. Nous avons pu présenter de très bons exemples concrets dans lesquels nous voyons dans la pratique que l'on est confronté à des problèmes à un stade très avancé du chantier. Des problèmes que l'on aurait pu résoudre si l'on avait eu recours très tôt à ce genre de système. Cela nous aurait permis de visualiser et de montrer quelles étaient les implications sur une infrastructure, sur un bâtiment, lorsque sa fonction est modifiée. Maintenant, si nous voyons tous nos avatars, que nous nous trouvions au Tessin, dans le pays d'Appenzell ou à Bienne, nous participons au processus de planification et pouvons le suivre en réalité augmentée. Que se passerait-il si la pièce était tout à coup 2 fois plus grande en supprimant ce mur? Cela signifie que nous devrions avoir un climatiseur plus grand, le chauffage serait différent, l'éclairage serait différent. Nous le simulons ensemble au préalable. C'est pourquoi nous avons réuni les partenaires de planification. Tous travaillent ensemble sur le processus et développent ainsi le bâtiment et la flexibilité de sa fonction. Naturellement, ce que l'on a trouvé vraiment passionnant, c'est l'approche avec le logiciel, comme on le voit aujourd'hui de plus en plus avec les voitures. Tesla a fait œuvre de pionnier. En fait, on n'achète pas une nouvelle voiture, mais une mise à jour du logiciel. Avec une mise à jour du logiciel, on peut adapter le bâtiment, le personnaliser, lui trouver de nouvelles fonctions, ou que sais-je encore.
Je suis ravi de ce qui en est ressorti. Nous nous trouvons maintenant à un moment charnière où beaucoup de choses vont changer dans la réalité. Autrefois, on disait l'informatique, on n'en a pas besoin. Notre secteur est parfois un peu rigide, il vaut la peine de l'assouplir. Si l'on continue à travailler jour après jour selon les mêmes schémas sur tous les projets, les choses ne changeront pas. L'industrie se trouve au même point qu'avant l'invention de l'imprimerie. Jusqu'à présent, nous avons copié la Bible à la main. On dispose maintenant de quelque chose qui nous permet d'automatiser le processus. La durabilité vient s'ajouter à cela et nous place devant d'importants défis. La Suisse joue actuellement un rôle très intéressant en matière d'innovation. Nous n'avons rien à envier à la concurrence internationale. Si nous réalisons que nous travaillons tous mieux ensemble pour qu'il y ait moins d'erreurs et que nous sommes plus proches les uns des autres pour mieux nous comprendre, le résultat sera aussi meilleur. Le monde est entré dans l'ordinateur. Pouvoir le contempler à taille réelle est vraiment très intéressant.